bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau podcast sur la charge mentale et pourquoi elle explose. Ce sujet du jour, c'est un thème dont on entend énormément parler et pour cause. C'est devenu, je pense, ici un véritable enjeu de santé émotionnelle, familiale et même sociétale. J'avais envie d'aborder ce sujet en profondeur pour que tu puisses vraiment comprendre, pour qu'on puisse tous réellement comprendre l'origine de cette fameuse charge mentale, donc d'où elle vient, pourquoi elle explose, et notamment aujourd'hui, comment elle va se manifester dans le corps et dans les émotions, et surtout, quelles sont les solutions concrètes pour s'alléger. Bienvenue sur les podcasts à l'éveil de soi-même, des podcasts qui apparaissent sur ton chemin pour mieux comprendre, pour favoriser la prise de conscience et s'éveiller. Je suis Audrey, coach et thérapeute spécialisée en accompagnement émotionnel et fondatrice d'Éveil Soi-même, un espace dédié à la découverte, à la prise de conscience et à l'épanouissement personnel. Alors, pour préparer cet épisode, je me suis appuyée sur des chiffres issus d'enquêtes sérieuses, des études sociologiques, des recherches sur le système nerveux et des données récentes sur la santé mentale. Parce que vous le savez, moi, j'aime bien vous transmettre ma compréhension, ma vision, mais toujours en m'appuyant sur la réalité du monde, sur ce que les études montrent, sur ce que les femmes et les hommes vivent réellement au quotidien. Et aujourd'hui, donc on va aller un petit peu plus loin, on va puiser plus en profondeur ce sujet. On va comprendre ce qui se passe dans la tête, dans le corps, dans les émotions et pourquoi notre époque moderne amplifie ce phénomène comme jamais auparavant. Et on va aussi voir comment analyser nos propres pensées pour repérer ce qui tourne en boucle, ce qui nous met en tension. Et je vais te donner ici des outils puissants pour commencer à t'alléger dès maintenant. Tout d'abord, on va s'intéresser à la signification de la charge mentale. C'est quoi exactement la charge mentale? C'est ce travail invisible qu'on fait en permanence dans sa tête. C'est anticiper, c'est organiser, planifier, penser à tout, même quand on fait rien de réellement visible. Alors, les recherches montrent que la charge mentale, c'est un effort cognitif permanent. Penser à acheter du lait avant qu'il en manque, se souvenir du rendez-vous du pédiatre, anticiper des repas, prévoir des vêtements des enfants, générer des imprévus, coordonner les emplois du temps, ça, c'est ce qu'on constate dans la vie privée, mais on peut aussi constater la même chose dans la vie professionnelle. C'est donc une activité psychique continue qui s'arrête jamais vraiment. Selon un guide complet publié en 2026, la charge mentale est définie comme l'effort cognitif permanent de planification, d'organisation et d'anticipation nécessaire au fonctionnement d'un foyer. Elle a été conceptualisée dans les années 1980 par la sociologue Monique Eco, puis popularisée en 2017 par la BD Fallait demander d'Emma. Cette BD, un poil féministe, qui dénonce l'inégale répartition des tâches ménagères, mais qui décrit parfaitement ce qu'est la charge mentale. L'idée est partie du propre couple de l'illustratrice. Elle dit: cette charge mentale m'a toujours pesé. Mais à l'arrivée de mon premier enfant, c'est devenu flagrant. Les tâches se sont multipliées à tel point que cela a impacté ma vie professionnelle, mon temps libre et mon équilibre psychologique. Pour l'illustratrice qui se revendique féministe, ce comportement ne serait pas inné, mais résulterait d'une différence d'éducation dès le plus jeune âge entre les filles et les garçons. Des schémas appris des parents et répétés une fois adultes. Alors pourquoi la charge mentale, elle explose aujourd'hui? Premièrement, je pense qu'elle explose parce qu'elle est devenue un problème de santé publique. Les études montrent que la charge mentale entraîne l'épuisement émotionnel et physique, des troubles du sommeil, de l'irritabilité, des tensions relationnelles et des risques de burn-out parental. En 2025 et 2026, la santé mentale a été déclarée grande cause nationale en France, ce qui confirme l'urgence de ce sujet. Et la deuxième raison pourquoi la charge mentale explose, c'est parce que notre époque moderne amplifie tout. Les sources montrent que la charge mentale est plus élevée aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Alors, déjà, l'hyperconnexion, évidemment, on est sursollicité par les notifications, les messages, les sollicitations de plein de choses constamment par les réseaux.
démultiplication des rôles, le travail, la parentalité, les couples, la vie sociale, la santé, le développement personnel, la pression aussi de la performance. Il faut être bon partout, bon dans son rôle de mère, il faut être bon aussi dans son rôle professionnel et aussi une bonne partenaire. Il y a aussi l'absence de temps de récupération. On ne s'autorise pas suffisamment de temps de récupération mentale. Le cerveau ne sait plus se mettre en pause. Et il y a aussi les responsabilités invisibles, celles qu'on porte, penser pour les autres, anticiper leurs besoins, éviter les oublis, etc., etc. Donc les études récentes, elles vont montrer que la charge mentale est une sollicitation psychique continue qui ne disparaît pas vraiment avec le repos. Alors, quelles sont les causes réelles de cette charge mentale? Eh bien, principalement, on va avoir des causes émotionnelles. La charge mentale, elle va souvent être liée à la peur d'oublier, la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur, le besoin de contrôler quelque chose, le besoin d'être en sécurité, le besoin aussi d'être reconnu. Donc, finalement, elle s'appuie sur un discours intérieur très exigeant. Je dois penser à tout. Si je ne le fais pas, personne ne le fera. J'ai pas le droit d'oublier, etc., etc. Et ces causes émotionnelles-là, elles sont aussi directement impactées par notre éducation, par nos croyances. Et oui, elles n'arrivent jamais seules. Toutes ces causes, toutes ces pensées qu'on se fait dans notre fort intérieur, elles sont profondément influencées par notre éducation, par nos croyances, par nos modèles familiaux et même par les messages que nous avons reçus très tôt sur ce que doit être une femme ou une mère ou une partenaire ou une bonne professionnelle. Depuis l'enfance, on nous transmet, souvent sans le vouloir, des croyances comme il faut penser à tout. Une femme doit être organisée, tu dois anticiper, tu dois être responsable, tu dois être disponible, tu dois gérer. Et ces devoirs ne sont pas uniquement féminins. Là, on va parler de féminin comme de masculin. Ces phrases, elles deviennent des programmes internes, des automatismes émotionnels. Elles vont façonner notre manière de réagir, de nous organiser, de nous inquiéter, de porter pour les autres. Et elles vont créer une forme de loyauté invisible. Je dois continuer à faire comme on m'a appris, etc., etc. Ça va s'ajouter aux croyances plus personnelles qu'on va se faire, du style si j'y pense pas, ben, je vais décevoir. Si j'oublie, ben, je suis pas une bonne mère. Si je ne gère pas, ben, tout va s'écrouler. Si je délègue, je vais perdre le contrôle. Et ces croyances-là, elles activent directement le système nerveux. Elles créent de la tension, de la vigilance, de la peur de mal faire, la peur de se tromper, la peur de l'erreur. Elles vont alimenter la charge mentale à l'intérieur, même quand l'extérieur est visiblement calme. Et donc, en réalité, la charge mentale n'est pas seulement une question d'organisation, c'est aussi une question d'identité, de conditionnement, de peur, de responsabilité émotionnelle. C'est un héritage invisible que beaucoup de femmes ou d'hommes portent sans même s'en rendre compte. Et toutes ces causes émotionnelles, elles vont finir par avoir des répercussions physiologiques. La charge mentale active le système nerveux en mode hypervigilance. Le cerveau, il va rester en veille, même la nuit, comme un programme informatique resté en arrière-plan. Il va consommer de l'énergie en continu, ce qui va créer de la fatigue chronique, des tensions corporelles, de la difficulté de concentration, de la saturation mentale et de l'irritabilité. Et ça, c'est pas que dans la tête, c'est aussi dans le corps. Mon attention s'est portée particulièrement sur un sondage homme-femme qui porte le plus la charge mentale. C'est une question que beaucoup de personnes se posent et on en entend souvent parler. On dit souvent que la charge mentale est plus forte chez les femmes. C'est une idée qui revient partout, hein, dans les médias, dans les conversations, dans les études. C'est très sociétal. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Et est-ce que c'est réellement mesurable surtout? Et on va essayer de comprendre pourquoi. Et donc, pour répondre à ces questions, j'ai regardé ce que disaient les enquêtes sérieuses, les études sociologiques et les chiffres les plus récents. Parce que c'est important de ne pas rester dans des impressions ou des clichés. Il faut aussi essayer de comprendre ce que la réalité nous montre et ce que les femmes et les hommes vivent vraiment au quotidien.
Donc, je me suis penchée sur plusieurs enquêtes, notamment une enquête IFOP de 2022 sur la charge mentale des femmes, une autre enquête qui est une étude de l'INSEE sur la répartition des tâches domestiques qui date de 2023, mais également aussi sur un rapport du Haut Conseil à l'égalité, le HCE, de 2024 sur les raisons de la charge mentale. Alors, ce que dit la première enquête IFOP de 2022 sur la charge mentale des femmes, c'est que 70% des femmes déclarent ressentir une charge mentale importante, contre 44% des hommes qui déclarent la même chose. Les femmes sont 2 fois plus nombreuses à anticiper les tâches du foyer et elles sont majoritairement responsables de la planification invisible, c'est-à-dire les rendez-vous, les repas, les courses, l'organisation familiale en général. Alors cette enquête, j'ai voulu vraiment m'appuyer sur des faits sans analyse, juste des chiffres. Elle va pas donc chercher à expliquer le pourquoi, elle va juste se contenter de mesurer qui porte quoi dans la réalité. Alors pourquoi, et là je vais faire ma propre analyse ici, pourquoi cette différence? Moi je pense ici qu'il y a un espèce d'héritage culturel, de la socialisation genrée, des attentes implicites, le rôle de chef de projet du foyer qui va être attribué naturellement aux femmes et la difficulté aussi de déléguer la responsabilité et pas seulement la tâche. Une autre enquête importante de l'INSEE 2023 sur la répartition des tâches domestiques. Donc cette enquête parle pas directement de la charge mentale, mais des tâches anticipatoires, de la coordination du foyer et de la gestion cognitive des responsabilités. Et donc ces données, elles vont permettre de mesurer la charge mentale objectivement, sans interprétation. Ça montre que les femmes assurent 73% des tâches anticipatoires du foyer. Les hommes assurent davantage les tâches ponctuelles ou visibles. La charge donc cognitive, elle est structurellement plus élevée chez les femmes. Là encore, pas d'interprétation, pas d'explication, pas de cause, juste des chiffres. Donc ça, effectivement, maintenant, ce sont les chiffres, on a vu. Et moi, je pense que la charge mentale n'est pas seulement une liste de choses à faire. C'est une liste de choses à ne pas oublier. Ce sont les pensées qui tournent en arrière-plan. Il faut que je pense à ça, je ne dois pas oublier ci, il faut que je prévoie ça. Et donc là, je pense qu'il peut être important d'analyser ces pensées pour nous permettre de comprendre qu'est-ce qui tourne en boucle à l'intérieur, ce qui nous met en tension, ce que nous voulons absolument éviter, ce qui nous fait peur aussi, et ce qui nous prend de la place à l'intérieur. Je pense que c'est la première étape essentielle pour se libérer. Et donc, désormais, je vais te donner des outils puissants pour arriver à décharger un peu plus cette charge mentale. Tout d'abord, le premier outil qui est hyper important, ça va être d'externaliser ta mémoire, évidemment. Les études montrent que externaliser, c'est la première stratégie, bien sûr, efficace pour réduire la charge mentale. Donc, on va utiliser un agenda, une application, une liste, un tableau, un carnet, peu importe ce qu'on y met, mais en tout cas, quand c'est écrit, eh ben, le cerveau, il va se libérer. Et ça, évidemment, c'est la réalité. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que le cerveau, il n'est pas fait pour tout stocker non plus. Il est fait pour traiter des choses. Quand on va lui demander de retenir trop de choses, il va se mettre en mode vigilance, il va saturer, il va s'épuiser. Donc le fait d'externaliser avec un outil, c'est réduire la charge cognitive, diminuer l'anxiété de l'anticipation, c'est apaiser son système nerveux, clarifier ses priorités et retrouver de l'espace mental. Quand c'est plus dans la tête et que c'est sur le papier, ça libère de l'espace. C'est donc l'un des outils les plus puissants pour alléger sa charge mentale et pourtant, c'est quand même l'un des plus simples. Une autre étape majeure, juste après, ça va être de passer cette étape essentielle de déconstruire les croyances qui sont derrière tout ce qu'on se dit intérieurement. Au-delà des listes de choses à faire, à ne pas oublier, qui sont de l'action, il existe aussi peut-être une autre liste beaucoup plus silencieuse, celle des je dois, des il faut, je ne peux pas, ça doit être comme ça. Toutes ces phrases-là, ce ne sont pas des tâches à réaliser, ce sont des croyances, ce sont des règles internes dans notre mode de fonctionnement, ce sont des exigences que nous allons nous imposer et qu'on nous a transmises aussi. Et tant qu'elles ne sont pas
identifiées clairement, elles vont alimenter la charge mentale de l'intérieur, même quand l'extérieur est plutôt calme. Et alors pourquoi c'est si important? Mais parce que derrière tous ces «je dois» et «il faut», il y a souvent des peurs, il y a des blessures, il y a des histoires de loyauté familiale, des exigences héritées, des systèmes de protection, peut-être des anciens systèmes de protection. Par exemple, ma maison doit être toujours impeccable et donc je me tue à la tâche pour que ma maison soit parfaitement rangée, parfaitement clean, nettoyée, etc., etc. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu t'imposes exactement? Qu'est-ce que cela va faire naître en toi si ce n'est pas impeccable? Est-ce que tu aurais peur du regard de l'autre? Est-ce que tu as peur d'être jugé? Qui dans ta famille avait ce même type de comportement? Et quelle émotion va se cacher derrière cette exigence que tu t'imposes? Ce travail-là, il est fondamental parce qu'il permet de comprendre ce qui crée ta charge mentale, pas seulement ce qui la remplit. Et donc déconstruire toutes ces croyances, c'est repérer toutes les phrases automatiques qu'on va se construire, essayer de comprendre leur origine, identifier la peur, les blessures qui y sont associées et aussi décider si cette croyance, elle te sert encore ou si plutôt elle t'épuise. Et face à ça, bah, tu vas créer des nouvelles phrases, peut-être un peu plus douces, peut-être un peu plus justes, plus réalistes à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est un travail de libération intérieure, de vérité et d'honnêteté aussi, hein, envers soi-même. Et c'est profondément un travail de réparation. D'ailleurs, pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet-là, je vais t'inviter à écouter mon épisode sur les croyances limitantes, où là, je parle de ces histoires de croyances et où je développe en profondeur comment on les construit, comment elles influencent aussi notre système nerveux, comment elles créent cette charge mentale et comment on peut arriver à les transformer. C'est un outil essentiel pour alléger son quotidien, retrouver de la clarté et se libérer de ce qui nous appartient plus. Un deuxième outil hyper important, c'est de déléguer la responsabilité. Et pas seulement la tâche, mais déléguer vraiment. Donc, quand je parle de déléguer, c'est pas seulement demander à quelqu'un de faire la tâche. Ça, c'est déléguer l'action. Mais la charge mentale, elle ne se trouve pas dans l'action. Elle se trouve dans l'anticipation, la planification, la coordination, le suivi et la responsabilité. Et donc, quand je dis déléguer vraiment, c'est déléguer la responsabilité entière du début à la fin. C'est-à-dire, si je te confie ce sujet, tu en es responsable, tu anticipes, tu organises, tu gères et tu décides. Parce que si tu demandes juste, peux-tu aller faire les courses? Mais que tu dois aussi penser à la liste, à vérifier ce qui manque, à anticiper les repas, à rappeler ce qu'il faut acheter, etc. etc. Ben là, en fait, tu n'as pas forcément délégué. Tu as juste transféré une action, mais pas la charge mentale. Alors pourquoi c'est si difficile? Parce que pour déléguer vraiment, faut accepter que l'autre fasse les choses différemment de toi. Accepter que ce soit pas fait exactement comme tu l'aurais fait toi-même. Accepter de lâcher le contrôle, accepter de ne pas vérifier et accepter de ne pas porter la responsabilité. Et ça, c'est pas toujours facile à faire. Surtout quand tu as grandi avec des croyances comme je dois penser à tout, je dois tout gérer, je dois être irréprochable, je dois éviter les problèmes. Et là, déléguer, vraiment, ça demande de la confiance en l'autre et aussi un peu de courage. Et concrètement, comment on fait pour déléguer vraiment? Eh bien, il va falloir nommer clairement la responsabilité que tu donnes à l'autre. Je te confie la gestion des repas de la semaine, par exemple. Ou alors, désormais, tu vas t'occuper de toute la planification des rendez-vous médicaux. Ou alors, tu vas gérer toutes les activités des enfants, de A à Z. Donc, quand on parle de ça, on parle de la planification, on parle des rendez-vous quotidiens ou de la semaine hebdomadaire, on parle de l'inscription, de la partie administrative, etc. Dans ce cas-là, il faut aussi transférer toute anticipation, ne plus faire de liste, ne pas rappeler, ne pas vérifier. Et il faut aussi apprendre à ne pas repasser toujours derrière, donc accepter l'imperfection ou que ce soit pas fait en tout cas comme tu l'espères, parce que la délégation parfaite, elle n'existe pas. Mais par contre, la délégation libératrice, oui, elle va créer un espace de confiance, dire aussi à l'autre, ben, quelque part, je te fais confiance, je te transmets cette responsabilité-là, et je le pense vraiment. Et pourquoi cet outil est essentiel dans la décharge mentale? Parce que tant que tu délègues seulement les actions, tu restes le chef de projet du foyer.
Tu continues à porter la vision, la coordination, la mémoire, la vigilance et la responsabilité. Donc déléguer vraiment, c'est accepter que tu n'as pas tout à porter. C'est créer un espace où tu peux respirer, te reposer, te concentrer sur autre chose qui compte vraiment pour toi. C'est un acte de respect envers toi-même et de libération. Un troisième outil important et essentiel, c'est de créer des zones de récupération mentale. Ton cerveau, il a besoin de moments où il ne pense à rien. Il a besoin d'espace quand c'est trop rempli, quand c'est trop bruyant. Et la charge mentale, elle ne s'allège pas seulement en organisant mieux ou en déléguant. Elle s'allège aussi et surtout quand tu vas te créer des zones de récupération mentale. Des espaces où ton cerveau peut enfin souffler, se reposer, déposer, ne plus penser et plus rien anticiper. Parce que ton système nerveux, il n'est pas fait pour être en vigilance constante. Il a besoin de moments où il peut redescendre, souffler et se réguler. Une zone de récupération, c'est un moment où tu n'as rien à décider, tu n'as rien à anticiper, ni à organiser, ni à prouver, ni à optimiser. Juste être là. Alors pourquoi c'est essentiel? Eh bien parce que cette charge mentale n'est pas seulement cognitive et elle est aussi physiologique. Et quand ton cerveau il est saturé, ben, ton corps il va se mettre en mode tension, vigilance, accélération, hyperréactivité. Donc plus tu vas créer une zone de récupération et plus tu vas permettre à ton système nerveux de revenir en mode sécurité, ce qui va te permettre d'être moins fatigué, d'apaiser tes émotions, de clarifier tes pensées, de réduire l'irritabilité et aussi améliorer ta concentration. C'est comme un reset à l'intérieur de toi quelque part. Alors comment on va faire pour créer cette zone de récupération? T'as pas besoin forcément de caler une heure particulière, t'as pas besoin d'un rituel hyper compliqué, t'as pas besoin d'un silence absolu. Tu as juste besoin d'un moment où ton cerveau n'a plus de mission. Donc, ça peut passer par plein de choses différentes et des choses très simples. Par exemple, juste un moment de silence pendant quelques secondes, voire quelques minutes, juste respirer, sans objectif, pas de performance, juste tu constates ce qui est, ça s'appelle la respiration consciente, être présent dans l'ici, maintenant, rien d'autre. Juste être présentement et se dire je suis ici, c'est OK, je ressens, je suis assis, debout, allongé, je respire, je ressens l'air qui rentre et qui ressort. Dans cet espace-là, il y a plus de pensée incessante. Tu es dans le présent, il y a plus d'inquiétude, il y a plus de to-do list. Un autre élément que tu peux faire également, c'est de regarder quelque chose d'apaisant. Ça peut être le ciel, ça peut être, les oiseaux, un arbre, une couleur, une lumière, une bougie même. Juste observer. Et simplement faire ça, ça va influencer directement le système nerveux pour dire OK, c'est le calme et ça va. Tu peux aussi de temps en temps prendre l'habitude de ralentir. Juste ça, donc marcher, marcher doucement, un peu plus lentement, prendre le temps, boire doucement, parler un petit peu plus lentement parce que effectivement, si tu te rends compte que quand tu es dans ta boucle infernale de pensée, ton débit de parole va être beaucoup plus rythmé. Donc simplement conscientiser que je respire et je ralentis. Et la lenteur, elle va créer un petit peu plus de clarté. Tu peux aussi créer des espèces de micro-rituels sensoriels. Et ça, c'est important de se rattacher à ses sens. Simplement sentir un parfum apaisant, notamment des huiles essentielles apaisantes, par exemple. Un parfum qui te rappelle des choses douces, des sensations de douceur, d'apaisement, de ralentissement. Une texture même, mais se concentrer juste sur ces sens-là. Ça va faire ce qu'on appelle des points d'ancrage qui vont, eux aussi, donner un message à ton système nerveux de se détendre. Et aussi, un outil important qui va être juste se séparer des écrans pendant quelques temps, un espace sans écran, quelques minutes, quelques heures où là, on va poser le téléphone, la télé, les écrans pour laisser ton cerveau tranquille, qui ne soit pas en sollicitation permanente. Et un autre outil, bien sûr, pour moi, un outil très puissant que je vais te conseiller. Si tu me connais un petit peu et que tu sais ce que je pratique, tu sais que je suis enseignante en méditation, alors bien évidemment, c'est l'outil avec un grand O qui va énormément t'aider à te
détacher du mental qui tourne en boucle et à faire de la clarté et favoriser aussi la concentration. Et quand je te parle de méditation régulière, je ne te parle pas d'une méditation pendant 1 heure en position du Bouddha, en plein milieu de la nature, absolument pas. On peut très bien trouver des moments de reset pour faire une petite méditation, même une méditation guidée avec des écouteurs, une petite sieste pendant 15-20 minutes après le repas, un moment dans l'après-midi de pause où tu vas prendre 10 minutes pour souffler, te mettre dans l'instant présent et lâcher le mental. C'est des choses très simples, mais ça s'apprend et ça se cultive surtout. Donc voilà ce que je peux dire sur la charge mentale. Sache que c'est pas un défaut personnel, hein, c'est très sociétal. C'est pas un manque d'organisation, c'est pas un manque de volonté, c'est pas un signe de faiblesse, ni un manque de discipline, ni un problème que tu devrais résoudre, hein. C'est, un phénomène psycho-émotionnel et physiologique, profondément lié à notre époque moderne, bien sûr, à nos rythmes de vie, à nos responsabilités multiples, à nos croyances, à notre éducation, à nos peurs et à nos exigences intérieures. Elle touche énormément de femmes et de plus en plus d'hommes, on peut bien le souligner, bien évidemment, parce que nous vivons dans un monde qui sollicite notre cerveau en permanence, qui nous pousse à anticiper, à performer, à être partout, tout le temps. Et pourtant, t'es pas obligé de porter tout ça, t'es pas obligé de tout gérer, t'es pas obligé d'être la mémoire du foyer, la coordinatrice, la chef de projet, la personne qui pense à tout pour tout le monde. Et ça, tu peux vraiment t'en libérer, pas d'un seul coup, pas bien sûr en révolutionnant toute ta vie, mais juste un petit peu à la fois, petit bout par petit bout, petites actions par petites actions. Et toutes ces choses-là vont créer de l'espace où ton système nerveux va pouvoir respirer, se déposer, se réguler. La clarté mentale, elle vient pas quand on la force, elle vient quand on se libère, quand on se respecte, quand on se parle avec douceur, quand on arrête de porter ce qui ne nous appartient plus. Et quand on se donne aussi la permission d'être humain, d'être pas forcément parfait. Et la charge mentale, c'est pas une fatalité, c'est un peu un signal, un appel à réajuster, à alléger, à se recentrer et à se reconnecter à soi et, j'ai envie de dire, à l'essentiel. Et on a le droit vraiment de choisir une vie plus douce, plus simple, plus respirable. Alors on peut aussi se l'autoriser. Et si tu sens que la charge mentale, elle te pèse, que malgré tout ce que j'ai dit aujourd'hui, que tu tournes encore en boucle, que tu n'arrives plus à respirer, que tu te sens saturé, t'as pas besoin de traverser ça toute seule. Je t'invite à prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir alléger, comprendre, te déposer. Tu peux bien sûr aussi me contacter en privé, dans un espace ouvert au dialogue et parler de ce que tu vis. Et tu peux aussi explorer mes accompagnements si tu veux aller un peu plus loin dans la régulation émotionnelle, ta clarté mentale et ta libération intérieure. Parfois, il suffit juste d'un espace pour déposer ce qui va tourner à l'intérieur, juste avoir un regard d'une personne extérieure, d'un accompagnement doux professionnel pour retrouver un peu d'air, un peu de lumière et une nouvelle manière de vivre avec soi-même. Et c'est exactement ce que je propose dans mes accompagnements. J'espère que cet épisode t'aura plu et qu'il t'aura éclairé. Moi, j'ai beaucoup aimé l'écrire et l'enregistrer aujourd'hui. Alors, on va se retrouver bientôt pour d'autres sujets hyper passionnants. Et en attendant, prends soin de toi parce que tu le mérites vraiment. Vous avez écouté les podcasts à l'éveil de soi-même. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et si ce sujet vous a plu, je vous invite à liker et à partager à vos proches. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.